Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre rendez-vous d'information sur Global Africa, Télésud. Panel Hebdo, c'est l'actualité, revue, revisitée et même bousculée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, leurs décryptages, analyses et parfois leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie des chroniqueurs, j'allais dire habituels, mais enfin, vous les connaissez, Maître Jean-Paul Benoît, bonjour. Bonjour. J'aime bien le terme bousculer. Ah ben, très bien, ben, écoutez, je vous l'avais réservé d'ailleurs, hein, vous étiez destiné. Ah ben merci. Maître Jean-Paul Benoît, avocat, député européen honoraire et ancien haut fonctionnaire. Alfred Chango-Lokoro, bonjour. Bonjour Francis. Bête de conférence à la Sorbonne, Ben Yayassi, bonjour. Bonjour Francis. Analyste politique et néanmoins coordinateur adjoint de la convergence des cadres républicains de France. C'est le CCR, hein, qui est donc l'instance en France de l'APR, l'Alliance pour la République, l'ancien parti au pouvoir au Sénégal. C'est bien ça. Merci d'être là. Et Guy Debal, consultant d'entreprise. Guy Debal, évidemment, que les auditeurs reconnaissent. Je dis, on ne vous présente plus. Un petit peu quand même. Consultant d'entreprise, donc. C'est ça, analyse politique. Eh bien voilà, et analyste politique, bien entendu. Ah, bah. Cela allait de soi. Non. 3 sujets dans cette édition de Panel Hebdo. L'actualité sénégalaise dominée cette semaine et peut-être encore pendant les prochains jours, les jours à venir, par les résultats des élections législatives. Paris gagnait donc pour le PASTEF, le parti au pouvoir, qui obtient la majorité absolue des sièges. Nous parlerons également du Mali, avec l'affaire d'un Premier ministre démis de ses fonctions. Et puis cette question, la guerre Russie-Ukraine, ça viendra pourrait-elle se terminer en 2025 ? La question est en tout cas au cœur de l'actualité. C'était un lapsus quand même terrible. Hein. Terrible, terrible. Mais vous pensiez à Wagner. Bon, écoute, je ne vous le fais pas dire. Voilà donc pour le sommaire. Alors, avec quel sujet vous voulez qu'on commence, messieurs ? C'est vous qui choisissez. Oh, écoutez, en hommage à notre ami Ben Yayassi ici à côté, je propose de commencer par le Sénégal. Je pense que ça lui pèse un petit peu. Ça permettra d'évacuer c'est un hommage lourd, cette lourdeur. Je sens bien que c'est difficile pour lui. C'est un hommage très lourd, évidemment, qui lui est destiné. J'essaierai tenter parlons donc empoisonné. Parlons donc des résultats de ces élections législatives qui se sont déroulées, comme on le sait, le 17 novembre dernier. Paris gagne donc pour le PASTEF, carton plein, hein, pour le parti au pouvoir au Sénégal, qui remporte largement ces législatives, avec plus de 120 sièges. Hein, on n'a pas fini d'en compter, on en est à 130 désormais. 130 sur 165 quand même au Parlement. Et une victoire massive, hein, bien au-delà des pronostics. Alors, Ben Yayassi, grosse surprise ou ne me dites pas que vous y attendiez? Bon, disons que c'est la tradition qui a été respectée au Sénégal. Mais la tradition massivement respectée, oui. Quelle tradition? Massivement respectée, oui, on peut le dire. Mais il faut remonter aux années 80. Au milieu des années 80, pour voir un parti au pouvoir, c'était le Parti socialiste à l'époque d'Abdou Diouf, avoir une majorité aussi confortable, voire massive, hein, au sein de l'Assemblée. Oui, c'était la première fois avec le président Abdou Diouf. On l'a eu une deuxième fois avec le président Abdoulaye Wade en 2000. Et on l'a eu en 2012 avec le président Macky Sall, qui avait 53% des suffrages. Et cette fois-ci avec le PASTEF et sa liste avec 56%. Et c'est un parti seul qui remporte cette majorité absolue et non pas une coalition. Oui, c'est la particularité, c'est le PASTEF seul avec sa liste qui est partie à ces législatives, rappelons-le, qui sont des législatives anticipées et qui vont permettre à l'actuel pouvoir qui s'est installé depuis mars 2024 d'avoir les coups des franches et de pouvoir dérouler les promesses qui ont été faites aux Sénégalais. Maintenant, la conséquence, c'est que, voilà, la liste, il y a certaines listes qui étaient avec le PASTEF il y a 2 ans auparavant dans une coalition. Certaines de ces listes ont bien chuté. Je peux donner comme exemple Tahaou qui était à 11 députés dans les Yewi qui se retrouve avec un seul député. Le PUR qui était à 11 députés qui se retrouve avec un seul député. Le PDS de Abdoulaye Wade qui était dans cette coalition avec 25 députés qui se retrouve avec 2 députés. Et le PASTEF tout seul qui passe de 23 députés à environ 130 députés. On attend la confirmation par l'autorité compétente, à savoir le premier président de la Cour d'appel de Dakar, qui a autorité pour déclarer la validité et les résultats de ces élections.
Alors je comprends votre amertume, Ben Yassi, évidemment, parce que quand on voit le score de l'opposition, on voit bien que la participation de l'ancien président Macky Sall n'a pas porté les effets qui étaient escomptés. Est-ce que c'était pas une mauvaise idée finalement de ramener aussitôt l'ancien président dans le jeu politique, dans le jeu électoral? Oui et non. Oui, parce qu'il était en retrait de la vie politique pour ne pas gêner le pouvoir qui s'est installé. Non, parce que c'était une demande également des militants. Ils voulaient qu'il revienne parce qu'on avait besoin également. C'est un ratage complet. C'est un ratage complet. C'est pas un ratage complet, dans la mesure où on se retrouve minimum avec un groupe parlementaire au Parlement. Et également c'est une consolation. Le candidat. Ce n'est pas une consolation, c'est une réalité. Et Macky Sall ne sera pas au Parlement, de toute façon, il ne sera pas député. Il n'a pas encore tranché la question, mais il peut l'être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que notre candidat, qui était à la présidentielle avec ses 34%, et qui était d'office considéré comme le chef de l'opposition, la donne a forcément changé parce que lui, il se retrouve avec 7 députés. Donc, de facto, l'ancien parti au pouvoir, si on respecte cette tradition, devient le parti d'opposition. Le parti d'opposition et le chef de l'opposition. Et donc, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire que sur l'échiquier politique, qu'on le veuille ou pas, l'APR compte encore. Et cette fois-ci, n'oubliez pas que l'APR était parti. Ma question, vous l'avez peut-être bien comprise, c'était de savoir si finalement Macky Sall n'était pas davantage un problème qu'une solution. Oh, c'est pas un problème pour nous. C'est pas un problème pour nous parce qu'en fait, il est encore jeune. C'est vrai qu'il y a une émergence de nouvelles générations. D'une nouvelle génération sur l'échiquier politique. Mais lui, vu qu'il est né après les indépendances, il est d'accord. Et ensuite, on a encore besoin de lui parce que l'APR... Mais oui, on peut dire qu'il y a quand même un paradoxe dans cette élection. Évidemment, c'est la bérésina de l'opposition. Le PASTEF a gagné le gros lot. Mais en même temps qu'on a balayé les anciennes figures politiques, les anciens partis politiques, l'émergence de nouveaux partis politiques, il y a quand même une chose que les Sénégalais ont faite, c'est-à-dire d'élire quand même Macky Sall malgré tout député. Le paradoxe, il est là. Il était tête de liste, c'est automatique. Oui, non, il n'y a pas d'automaticité. C'est-à-dire que s'il avait été rejeté en tant que tel, en tant que personne, il n'aurait même pas été élu. Soit qu'on a assisté en mars dernier, mon cher Alfred, c'était littéralement un référendum pour ou contre Macky Sall. C'était un rejet de Macky Sall et du système. Oui, mais c'est là où et d'un système qu'il incarnait. Exactement, c'est pourquoi je dis que c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas présenté à la présidentielle. Deux, il a désigné un autre candidat qui a été battu. Et donc, de manière nette et claire. D'accord ? Maintenant, il s'est retiré, on a fait appel à lui pour qu'il revienne, qu'il prenne la tête de la coalition. Si réellement les Sénégalais n'en voulaient plus, il ne lui aurait pas donné 16 députés, en l'élisant lui-même aussi. C'est là où je dis, effectivement, que... Et surtout, il faut... Jean-Paul Benoît. Non, mais moi d'abord, j'ai un sentiment très vif à l'égard du Sénégal. Mais que pensez-vous de la gymnastique ou de la casuistique c'est pire que ça. J'allais y venir, je suis toujours... D'abord, mon sentiment pour le Sénégal, parce que je vais apparaître comme un ancêtre, puisque ça remonte à Senghor et des conversations que j'ai eues avec le président Senghor quand j'étais directeur de cabinet au ministère de la Coopération, donc ça reste profondément en moi. Alors je suis toujours frappé que les hommes politiques ou les journalistes, parce que vous êtes un peu des deux, vous, là, ce soir, vous êtes à la fois un homme politique et presque un journaliste. Analyste politique, en tout cas. Comment vous essayez de nous expliquer qu'une défaite est une victoire? Ça ne convainc personne, votre démonstration. Simplement, Macky Sall a fait son temps. Je trouve qu'il avait mal préparé l'élection présidentielle, parce qu'il y a quand même eu une espèce d'hésitation. Il a mal préparé sa sortie. De bric-à-brac de sa part et sa sortie. Donc maintenant, on passe à une nouvelle étape avec une nouvelle génération. Moi, la question que je me pose, alors les résultats, ils sont incontestables pour le parti de M. Sonko, parce que c'est lui le patron, c'est lui le patron. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire. Comment va-t-on gérer le Sénégal?
quelles vont être les relations avec la France. Ben, on va y arriver. Voilà. Donc, c'est ma question. On va y arriver. On parlera des réformes surtout que le PASTEF souhaite engager. Hein. Ben, on va voir parle de lesquelles. réformes radicales. On verra ce que cela signifie. Le mot radical est toujours dangereux. Guy Debal qui a attendu avec beaucoup de patience. Oui, toujours, comme toujours. Comme toujours. Et je sais que j'aurai 30 secondes avant qu'Alfred bondisse sur la table. Et donc, non, monsieur, on va être deux à bondir. Je sais, c'est le star system. Non, non, vous vous victimisez. Non, je n'oserais pas, voyons, Francis. Il aime bien se victimiser. Oui, mais... Alors dites-nous, parce que bon, vous aviez commenté la veille des élections législatives il y a quelques temps, il y a quelques jours, quelques semaines. Quel regard portez-vous maintenant sur ces résultats? Je trouve que ces résultats sont assez évidents. Évidents. Oui, absolument. Vous y attendiez, vous Lors de la dernière émission, j'avais parlé d'un délai de décence. Un délai de décence, c'est-à-dire Macky Sall, de mon point de vue, aurait dû, en grand homme politique qu'il est, se retirer et laisser la place aux jeunes, laisser un nouveau débat Mais ce n'est pas que l'échec de sa coalition, c'est l'échec de l'ensemble de l'opposition. En tout cas, le message que les Sénégalais ont voulu, en tout cas ont apporté, et qui rejoignent ma lecture, c'est qu'ils souhaitent que le gouvernement actuel ait tous les moyens pour mettre en place sa politique. Très bien. Et comme il semblait y avoir un doute, notamment parce que l'argument qui avait été posé par les partisans de Macky Sall, c'était ça fait 7 mois qu'ils sont là, ils n'ont pas pu dérouler leur programme, donc virez-les. Sauf qu'ils étaient là depuis 7 mois et ils n'avaient pas de majorité pour appliquer leur programme. Donc les Sénégalais ils ont un mandat robuste. Ils ont un mandat clair et maintenant ce sera jugé sur pièce. Donc tant mieux, je trouve que le Sénégal, effectivement, est un exemple démocratique de ce point de vue. Et c'est que ça continue comme ça. Voilà, je trouve que c'est très très bien. J'apprécie beaucoup votre pondération inédite. Hein. Benyaya Yassi. Alors, c'est un chèque en blanc pour le PASTEF, cette victoire massive? Pas forcément. Pas forcément, parce que, comme on l'a dit... il y a des chèques sans provision. L'électeur sénégalais est très exigeant. Et à travers les résultats, on peut également dire que c'est une façon de signer un arrêt de mort pour les formations politiques classiques. C'est ça. Ça, c'est la première leçon à tirer. Et nous, ça veut dire que la population, en tout cas, tourne la page aux formations politiques classiques. Donc, et ensuite, c'est un électorat qui est nouveau, pratiquement beaucoup de jeunes, disons que 70% de la population sénégalaise a 35 ans ou moins de 35 ans. C'est un électorat branché sur les réseaux sociaux et surtout c'est un électorat qui est très sensible aux questions relatives aux finances publiques. Et cette question a été agitée par le PASTEF à travers sa stratégie des 3M. Et cet électorat les attend à ce niveau. Est-ce que maintenant les autres formations politiques qui ont subi ces défaites, le cas de l'APR, il va falloir se réinventer. Et c'est à ce niveau que le président Macky Sall est attendu, accompagner les militants qui sont encore là, restructurer l'APR qui est encore une force politique, parce que si on l'a vu à travers ces résultats, il y a des bastions qui ont été gardés par l'APR. Parce que sur les 16 probables, oui, mais pas beaucoup, mais c'est très significatif, maître, parce que sur les 16 probables députés... C'est une démocratie quand même. Oui, sur les 16 probables députés, laissez-moi juste finir, sur les 16 probables députés, 8 l'ont été sur la liste nationale et 8 l'ont été sur les listes départementales. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a un maillage du territoire national, surtout vers le Fouta, en descendant un peu... C'est une implantation. C'est une implantation. Guy Debal a sollicité la parole. Alors, Maître Jean-Paul Benoît a été frappé par le fait que les hommes politiques avaient tendance, et certains journalistes avaient tendance à réhabiller des défaites en victoire. Moi, je suis... Moi, je n'ai pas été frappé, non, ça va. Symboliquement. Je suis stupéfait, par l'analyse que porte mon ami Benyaya Yassi. Stupéfait, quand même. Oui, stupéfait, parce que vous savez, parfois en politique, je trouve que certains hommes politiques manquent de hauteur. Après une défaite pareille,
on parle du Sénégal, mais on pourrait parler des États-Unis. Restons au Sénégal. Il me semble que l'éthique politique même, on n'est pas dans les programmes ou dans les stratégies, mais l'éthique politique même, parce que vous savez, la politique, c'est aussi fait de symboles. Et on parle souvent de confiance, de rupture de confiance démocratique entre le peuple, etc. C'est pas que lié au programme, c'est aussi lié à l'attitude des hommes politiques. Et après une défaite aussi cinglante, qui est un message extrêmement clair, il m'aurait paru assez sain que, on va dire, l'ex-coalition au pouvoir, l'ex-majorité, prenne acte. Et plutôt que de partir dans des calculs, non, mais on a perdu, mais pas vraiment. Parce que si on regarde, peut-être que... Je finis, s'il vous plaît, après. Je finis. L'intercoalition a reconnu. Je finis en 2 mots. Laissez terminer le débat. C'est spécieux. Souffrez. Vous avez votre temps de parole aussi. C'est très spécieux. Pour les téléspectateurs, laissons Guy aller jusqu'au bout de son Oui, mais c'est très spécieux son propos. Vous pourrez lui répondre en quelques instants. Vous êtes un grand démocrate, ça se voit. Vous savez, voilà, je pense que dans une démocratie, c'est bien de temps en temps que les hommes politiques face à une défaite qui est... défaite, le mot défaite est assez faible, prennent du recul et analysent les choses froidement pour savoir quel message passer à la population. Un message pour vous. Hein. Enfin, vous voulez dire qu'il faut qu'ils aient la défaite modeste, c'est ça? Oui, absolument. Ils l'ont modeste, Francis, cette défaite. le jour même, le président Macky Sall a sorti un communiqué. Il a reconnu sa défaite. Ah oui, très bien. Ça a été avec une grande élégance. Avec une très grande élégance. Absolument. Mais rien ne mais c'est aussi devenu une tradition sénégalaise. Mais oui, exactement. On l'a vu en 2000, on l'a vu en 2012, les présidents, les sortants ont appelé les vainqueurs pour les féliciter. Vous savez, en matière d'élection, il y a des choses qu'on ne peut plus changer au Sénégal. On a l'habitude de dire, depuis le code électoral consensuel sous Abdou Diouf jusqu'à maintenant, avec les réformes qui ont été faites, avec une administration électorale qui est là, même si l'organisation et les moyens logistiques sont logés au niveau du ministère de l'Intérieur, si même le ministre de l'Intérieur peut avoir une coloration politique, aucun gouvernement, aucun parti au pouvoir ne peut tripatouiller les résultats des élections. C'est déjà quelque chose de verrouillé. Maintenant... En tout cas, j'ai eu votre réponse, ce n'est pas un chèque en blanc, et en démocratie, il n'y a pas de chèque en blanc, c'est ça? Tout à fait. C'est exactement cela. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est battu à plate couture politiquement qu'on est mort, qu'on disparaît. Et la preuve, c'est que les Sénégalais ont donné une majorité absolue au PASTEF. Ils ont donné à l'opposition le nombre de députés qu'il faut pour qu'ils soient représentatifs quand même de ces circonscriptions. Donc, ça signifie qu'ils peuvent parler. Simplement, il y a un paradoxe, comme je l'ai dit, dans ce vote, dans cette élection, mais comme souvent dans les élections au Sénégal. D'un côté, on donne au parti qui a gagné tous les pouvoirs, et l'opposition finalement est réduite à la portion congrue. Et on se retrouve presque dans une situation de parti unique. Parce qu'au fond, presque j'ai dit, hein, et tout est dans ce presque. Ce qui fait effectivement qu'au niveau du Parlement, l'opposition ne comptera pas, puisque c'est la voix de la majorité qui va primer. Et quand on a dit justement ici, le PASTEF, mais justement maintenant, on va juger à l'épreuve l'application de son programme pour voir si réellement ils vont y arriver. Mais ça ne signifie pas que le peuple sénégalais va fermer les yeux, parce qu'il attend justement que la rupture se fasse. Mais comment cette rupture va-t-elle se faire? Mais je vous sens presque plus amer que Ben Yaya. Ah non, moi je suis tout à fait... Non, je suis tout à fait... Là, Francis, tu te trompes lourdement. C'est simplement un constat que... C'est une question. Effectivement, n'est-ce pas? J'ai la réponse. Maître Jean-Paul Benoît. Après le professeur, on doit être modeste. Alors moi, Jean-Paul est dire en extrême force. Je vais dire trois choses simples. Le Sénégal pratique la démocratie depuis un grand nombre d'années. Et c'est une originalité, je dis hélas, parce que cette pratique n'est pas répandue partout, notamment en Afrique. Et ce scrutin est l'expression démocratique voulue par le peuple sénégalais. Deuxièmement, plus les pouvoirs
qu'on donne sont importants, plus le peuple sera exigeant. Exactement. Donc la majorité absolue, enfin, ou plus, qu'on a donnée, oblige le parti au pouvoir à réussir et à se garder de toute démagogie. Et j'arrive troisièmement, puisqu'ils ont beaucoup parlé pendant la campagne électorale des problèmes financiers. Oui. Le premier problème qui va se poser, c'est le problème de la loi de finances et des négociations avec le Fonds monétaire international. Et ça n'est pas simple. Et en disant ça, je pense aussi à notre pauvre Premier ministre français. C'est pour ça que je ne donne aucune leçon à mes amis africains sur la gestion gouvernementale. Notre pauvre Premier ministre qui essaie, envers et contre tous, de proposer un budget. Et sa seule explication, c'est de dire on m'a demandé de faire un budget en 15 jours, ça ne s'est jamais vu. Donc ça l'excuse de tout. Vous parlez donc de Michel Barnier, bien sûr. Juste pour vous avez compris Je précise pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté du monde. Ben Yassi. Alors, rapidement, pour conclure. Ousmane Sonko a beaucoup parlé pendant sa campagne de réformes radicales, en disant donnez-nous une majorité absolue pour que nous puissions donc engager ces réformes radicales. Quelles seraient ces réformes radicales tant attendues par les Sénégalais, selon vous? Je pense que les Sénégalais attendent... Radical, j'ai dit. Radical, moi je ne vois pas, en dehors de le projet qu'ils ont d'instaurer une vice-présidence. Je ne vois aucun changement. Oui, les vice-présidents, ça ne sert pas à grand-chose en général. On l'a déjà... Vous n'avez pas lu leur programme alors? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non. Maintenant, moi je vais conclure par des erreurs qu'il faudrait éviter. Non, mais je vous demandais leur programme, vous me parlez de leurs erreurs. Mais en dehors du poste de vice-président qu'ils veulent créer. Mais sortez un peu de votre peau de militant politique. Non, non, là, je m'adresse à l'analyste politique en disant quelles pourraient être ces réformes radicales. Dites-le pour ceux qui ne sont pas sénégalais, parce que ceux qui ont voté attendent des réformes dites radicales. Quelles seraient-elles? Moi, je ne comprends même pas ce qu'ils veulent dire par réforme radicale, parce que moi, tout ce que j'ai lu, c'est des termes qui ont été changés, mais le contenu reste le même. On l'a déjà vu avec l'agenda national jusqu'à l'horizon 2050, qui est une copie pâle du plan Sénégal émergent. Sur le plan constitutionnel, en dehors de la création du poste de vice-président, il n'y a rien qui est exactement... de toute façon, ça, ce n'est pas nouveau, puisque ça a été fait par le passé. On supprime le poste de Premier ministre, vice-président, et puis on revient en arrière en recréant le poste de Premier ministre. Et on ne sait même pas, sur ce poste de vice-président, quels seraient les attributs, justement, de ce vice-président. Mais qui sera le vice-président? On invitera peut-être un membre du PASTEF pour nous décliner ces réformes radicales. Qui sera le vice-président? C'est ce qui est intéressant. Ces réformes-là, Francis, en réalité, ils ont posé 3 ou 4 axes de travail sur la souveraineté, n'est-ce pas? Oui, sur la souveraineté économique, sur la souveraineté financière, et puis sur la question de la maîtrise du destin économique du Sénégal, enfin du sous-sol du Sénégal, d'accord? Simplement, une fois qu'on a énoncé cela, on n'a encore rien dit, on n'a encore rien fait, puisque de toute manière, il y a les partenaires avec qui il va falloir discuter, négocier, et on a évoqué la question du budget maintenant. Mais le budget, quand vous allez le faire, il faut le financer. Les financements, les recettes vont venir d'où? Et donc, c'est là où les négociations avec les partenaires financiers et autres, bilatéraux, multilatéraux, va être très importante. Mais il y a aussi la question vis-à-vis de la France. Et là, le président de la République du Sénégal a été assez prudent, assez juste pour dire... Le problème aujourd'hui ne se pose pas en termes de l'opposition du Sénégal à la France ou de la France vis-à-vis du Sénégal, c'est de mettre sur le terrain, sur la table, tous les dossiers qui permettent la coopération et de l'échange. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dans le mot coopération? Guy, rapidement. Ouais, je trouve l'analyse d'Alfred un peu caricaturale, permettez-moi. Ah bon? Alfred, oui, bien sûr. En quoi? Vous savez, poser le principe
de souveraineté économique du Sénégal, ce n'est pas un 20 mots. C'est pour moi déjà énormément. Je n'ai pas dit que c'est un 20 mots. Non. Je dis ça, ce sont les axes que le PASTEF a posés sur la table. Pour moi, c'est hyper radical, cette analyse. Il n'a mis aucune réserve. Non, mais en tout cas, pour moi, c'est hyper radical. C'est-à-dire le discours... mais ça, c'est au PASTEF qu'il faut dire. Non, mais alors, c'est pas au PASTEF qui se dit. C'est vous qui êtes radical, finalement. Non, je ne suis pas radical. Ce que je dis, si je juste tiens... Ce sont les termes du PASTEF que j'ai utilisés. Le PASTEF, de souveraineté. Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye ont mené toute une stratégie politique, de campagne, et puis maintenant, leurs premiers mois de gouvernement, sur un principe extrêmement fort que vous avez rappelé, le principe de souveraineté économique, mais de souveraineté politique également. Ils s'inscrivent de manière beaucoup plus nuancée en toile de fond sur ce vent qui souffle sur on va dire l'AES, mais ils s'inscrivent quand même dans cette... Et ça, c'est extrêmement radical. Ils ont pris la distance. Ils ont pris les distances. Ils s'inscrivent dans la distance, clairement. Mais moi je note... Et Bassirou Diomaye Faye a dit et réaffirmé depuis plusieurs mois que le Sénégal était ouvert à tous les partenaires désireux de coopérer avec ce pays, avec une définition très claire des termes de l'échange. Oui, voilà. Mais incluant la Russie, ce qui est déjà radical. Ça, c'est vous qui incluez. Ousmane Sonko... Je ne sais pas pourquoi vous incluez... Non, mais Ousmane Sonko a... Il a dit tous les partenaires. Oui, ça semble très clair. Est-ce que je peux dire un mot ? Je veux dire, je trouve que c'est un poncif de tous les partis politiques, quand ils arrivent au pouvoir, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, on dit on va rétablir la souveraineté économique et la souveraineté politique. Je voudrais qu'on me définisse au XXIe siècle ce que signifie la souveraineté politique et la souveraineté économique. Donc, il n'y a rien d'original, et ce n'est pas plus radical qu'autre chose. C'est un slogan qu'on entend partout. En tout cas, c'est un discours qui rallie les moi, ce qui m'intéresse... C'est un discours qui rallie, sauf que... Ce qui m'intéresse, c'est les faits. D'accord. C'est un discours qui rallie, mais au fond, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dans la mesure où la question monétaire, elle ne se pose plus. On sait que le Sénégal est rattaché à l'UMOA et au franc CFA. Par rapport, prochainement à l'ECO, par rapport aux contrats pétroliers et gaziers, on a vu que les premiers barils sortent des pipelines. Il y a des sociétés qui sont là, qui ont investi et qui ont signé des contrats. On ne peut pas résilier ces contrats comme ça, sur la base d'une baguette magique, en disant que bon voilà, nous sommes au nouveau régime, on veut notre souveraineté économique, on veut la mainmise. Ça s'appelle une nationalisation, c'est possible. C'est possible, sauf que nous, est-ce qu'on a encore l'expertise nécessaire? Est-ce qu'on a les compétences nécessaires pour conduire? Ça, c'est au gouvernement sénégalais en place. Il faut c'est pourquoi j'ai dit... Le temps passe, je sais que le Sénégal vous passionne, mais on va avancer. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais qu'il faut éviter deux erreurs. Ces deux erreurs, la première, c'est que l'Assemblée nationale qui va être mise en place ne soit pas une succursale du parti au pouvoir. Parce que c'est quelque chose qui a été reproché. Ça va y ressembler un peu. Non, mais quand je dis succursale, ça veut dire une majorité mécanique qui va voter, les yeux fermés. La majorité, c'est fait pour être en tout cas, ce sera une erreur à éviter parce que l'électorat sénégalais n'a pas voté pour ça. Deuxièmement... Les Sénégalais ont donné les clés qu'ils déroulent, mais les clés de l'État au PASTEF. Deuxièmement, que le nouveau régime évite de se lancer dans une sorte de chasse aux sorciers. Et surtout d'éviter, parce qu'on parle d'un pays... Tout à fait. Et surtout d'éviter, parce que c'est des choses qu'on voit, il y a des voix au sein du PASTEF qui commencent à s'élever en disant il faudrait humilier le président sortant, le président... Non, ça serait contraire au F du PASTEF. Et plus encore, ça veut dire que... Le F du PASTEF, c'est fraternité. Parce que ce qui est important, il ne faut pas oublier qu'ils sont arrivés de manière démocratique au pouvoir. Et la démocratie ne connaît ni l'humiliation, ni le triomphe éternel. C'est par la voix du peuple qu'ils sont arrivés au pouvoir. Et donc chaque élection est une leçon, et chaque échec électoral est une étape. En tout cas, on voit bien que la démocratie sénégalaise a encore beaucoup de ressorts pour surmonter beaucoup d'obstacles.
Effectivement. Merci beaucoup. On va parler tout de suite du Mali, le cas Choguel Maïga. Vous connaissez Choguel Maïga, bien sûr, Maître Jean-Paul Benoît, le Premier ministre désormais démis. Choguel Maïga, acteur politique civil, qui a été nommé en 2021, Premier ministre donc par les militaires, auteur d'un deuxième coup d'État à l'époque, en l'espace seulement de 8 mois, le coup d'État. Les 2 coups d'État. Alors samedi dernier, c'était le 16 novembre, Choguel Kokala Maïga, totalement en roue libre, s'est adressé à ses partisans pour réclamer la fin de la transition, rien que ça, en dressant un sombre bilan de ses relations avec les responsables militaires au sein du gouvernement qu'il était censé diriger. Il a notamment critiqué la prolongation de la transition qui devait prendre fin en mars dernier, mais qui a été donc prolongée tacitement, presque je dirais, par les militaires. Et Choguel Maïga a indiqué qu'il avait été tenu à l'écart de cette décision par les militaires au pouvoir, décision donc de prolonger cette transition. Il a dénoncé, entre autres, l'opacité du régime militaire et déploré, je cite, le spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur cette transition. Il a même accusé l'un des généraux, parce qu'il y a plusieurs généraux maintenant dans le gouvernement, Abdoulaye Maïga, le nouveau Premier ministre, il a accusé d'avoir créé une centaine de partis politiques, de partis fantoches, qui soient donc alliés le moment venu à la junte militaire en cas d'élection, si jamais les élections présidentielles se tenaient prochainement. Alors pour les dirigeants militaires du Mali, cette sortie de Choguel Maïga était la sortie de trop, puisque depuis hier, mercredi, le Premier ministre a été démis de ses fonctions avec l'ensemble du gouvernement. Alfred, alors quel regard vous portez sur cette péripétie? C'est la première crise sévère quand même au sein de cette transition, depuis la prise du pouvoir par ce gouvernement issu, il faut le rappeler, d'un coup d'État. Disons qu'il y a eu des crises larvées tout au long, c'est depuis 2021, mais qui étaient masquées. Ce qui me fascine de Choguel Kokala Maïga, c'est que c'est un personnage quand même assez, assez curieux, pour rester poli. Il a été de tous les... exactement. Un euphémisme. N'est-ce pas? On peut dire étrange. N'est-ce pas? Il a été de tous les combats politiques, d'abord contre Ibrahim Boubacar Keïta, mais ce qu'on oublie de dire... Après ça n'a été ministre. Oui, exactement. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que c'est l'imam Diko, quand même, qui était à la tête du M5 RFP. Et que lui, évidemment, un opportuniste, s'est engouffré dans la chose pour pousser à la démission. Voilà, ça c'est un. 2, il n'est pas né de la dernière pluie, quand même. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Il savait très bien qu'il servait de caution, tout simplement, à la junte militaire au pouvoir, mais que tôt ou tard, il allait être écarté. Ce qui est arrivé justement quand il a fait son AVC, et comme un Maïga en chasse un autre, c'est le même aujourd'hui Abdoulaye Maïga qui l'avait remplacé au moment où il était en soins. Et au fond, il avait très bien compris à son retour justement de son traitement que tous les pouvoirs étaient au fond, désormais dans les mains des militaires. Ils avaient eu ce qu'ils voulaient justement jusqu'au moment de son AVC, c'est-à-dire cette caution morale civile. Et puis après, ils en ont fait qu'à leur tête ce qu'ils ont voulu. Puisque vous parlez de la crédibilité de Choguel Maïga, il faut quand même préciser que quand il se plaint qu'il a été tenu à l'écart de la décision de prolonger la transition qui devait se terminer en mars dernier, c'est le même Choguel Maïga qui avait quand même trouvé les mots pour justifier cette prolongation de la transition avec des arguments plutôt discutables d'ailleurs, il y a quelques mois. Et au fond, ce qu'il a fait là, de toute façon les militaires n'allaient pas, sinon sans se tirer une balle dans les pieds, le maintenir. Ils voulaient partir parce qu'ils n'avaient plus de pouvoir. Oui, voilà. C'est un Premier ministre sans pouvoir. Exactement. Et donc, il a cherché une manière de sortie par le haut. Mais c'est risqué pour lui. Est-ce que c'est par le haut, finalement? Non. Enfin, c'est ce que lui voulait, justement. Et au fond, les militaires se sont arrangés, justement, pour le virer, pour le faire partir. C'est la suite qui sera intéressante, justement, pour voir, le moment venu, s'il va être candidat à la prochaine présidentielle, et si, effectivement,
il va être à la tête de l'opposition au Mali. Alors que quelle opposition contre la junte, vous voulez dire? Oui, alors qu'il a tout fait pour éliminer les autres opposants avec la junte. Donc il y a un nouveau Premier ministre qui a été donc nommé, donc Abdoulaye Maïga, colonel devenu général. Hein, exactement. Donc c'est devenu maintenant un gouvernement de généraux. Et aujourd'hui, le gouvernement est entièrement militaire. Mais quelqu'un a même plaisanté, si je puis me permettre, en disant désormais le Mali est une caserne militaire. Mais oui, mais pourquoi? Parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, ils avaient besoin au départ d'une caution civile. C'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, on les a vus, les deux compères aux Nations Unies pour taper sur la France, etc., la Russie, Abdoulaye Maïga et tout. Mais en même temps, on voyait déjà poindre ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire cette concurrence entre les deux Maïga. L'un militaire se considérait comme plus légitime que le civil qui a fait tous les gouvernements, etc. Et que, à ses yeux, c'était un opportuniste, mais ils en avaient besoin maintenant. Ils le jettent comme on sacrifie des vieilles chaussettes. Un commentaire? Le commentaire, je pense qu'Alfred a tout résumé. Je dirais que le Premier ministre sortant donc, voulait le beurre et l'argent du beurre, il n'aura aucun des deux. Par contre, il a choisi le déshonneur et la défaite, et il aura les deux. Effectivement. C'est là où je te trouve très sévère. C'est pour entamer la discussion, parce que je trouve qu'aujourd'hui... il ne fait que dire autrement ce que vous disiez. Très sévère. Oui, non, mais alors, mon dernier propos s'appuie sur le fait, justement, évidemment, je pense qu'il ambitionne une candidature, sauf qu'il va avoir beaucoup de mal à se présenter comme un opposant crédible, après avoir servi de caution pendant 3 ans. Et après être parti dans des conditions qui sont maintenant publiques et qui sont assez dégradantes, je pense, pour l'image de ce chevalier blanc que j'imagine il souhaite endosser dans quelques mois pour briguer la magistrature suprême. Oui, mais Guy, moi je ne serais pas aussi sévère que vous. C'est vrai qu'il se savait sur le départ, mais il ne voulait pas prendre la décision sur lui-même. Il a attendu d'être viré, donc. D'être démis. Oui, et ça lui donne une certaine... en prononçant un discours quand même qui était un discours d'opposant. Oui, il s'y attendait. Non, mais il fallait une provocation. Il a attendu, les choses n'arrivaient pas. Oui. Il a pris une initiative de les provoquer pour se faire éjecter de son poste. Et là, il se retrouve, entre guillemets, avec une certaine crédibilité. Je suis là. Tout le monde sait qu'il a des ambitions présidentielles. Et que lui, il lorgnait depuis qu'il était au gouvernement, il lorgnait l'après-transition. C'était un secret de polichinelle. Maintenant, il a été éjecté. Il se met au devant de la scène en disant que j'ai une certaine crédibilité. Je suis peut-être, je ne dirais pas le Messie, mais l'homme politique idéal pour au moins l'après-transition. Sauf qu'il a oublié que quand il était avec la junte, il leur servait de caution civile. Non seulement il leur servait de caution civile, mais il s'était mis à dos une partie de la première coalition M5 RPF. Et on l'a vu quand il a fait sa sortie, le restant de cette coalition a sorti une déclaration en fustigeant son attitude, à côté même des soutiens du pouvoir qui sont allés jusqu'à demander son départ sous 72 heures. Est-ce que cette stratégie est payante? Est-ce qu'il aura des chances sur l'après-transition? Si après-transition il y en aura, c'est toute la question. Mais elle était aussi la caution de toutes les exactions subies par les oppositions, les opposants depuis plusieurs mois. Avec, on sait, entre autres, qu'on a le sort réservé à ces 11 leaders de l'opposition qui sont actuellement emprisonnés, maintenus toujours en détention. Et voilà, c'est quand même un Premier ministre qui a été, plus qu'une caution, il a totalement adhéré au projet de cette junte. Non, mais moi ce qui me fascine, et tristement, ça me fascine tristement, c'est que ces jeunes qui prennent le pouvoir expliquent leur coup d'État en disant on va instituer la bonne gouvernance, on va instituer la clarté, la transparence, on va supprimer la corruption et on va avoir... On va supprimer la sécurité. Et on va assurer la sécurité. Et il se passe exactement le contraire, parce qu'aucune des jeunes au pouvoir n'a réussi
et n'a mis en œuvre le programme sur lequel il a abusé la population, parce qu'on a abusé la population. Et puis sur les transitions, c'est un classique. La transition, on veut que ce ne soit pas une transition et qu'elle dure. Donc là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si j'ose dire, et je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit mes co-débatteurs, qui ont parfaitement résumé le problème, surtout le professeur qui nous a fait un cours sur le Mali, mais il a raison. Et plus le temps passe, plus je deviens son élève. Alors on va conclure sur le Mali. En attendant, on n'a toujours aucune idée en attendant sur l'issue de la transition. Du tout. Non, mais de toute façon, peut-être, probablement, d'ici à la fin de l'année, il y aura des élections, mais les militaires, peut-être, de cette année-ci, mais peut-être. Je dis bien peut-être. C'est le mois prochain. On est en 2024. Exactement. Vous savez, peut-être. Il y a encore processus engagé. Non, mais justement, Choguel Kokala Maïga leur a donné justement la raison de ne pas faire l'élection immédiatement. Mais on peut imaginer que d'ici le mois de février, ça pourrait l'être, ou au mois de mars. Il n'y a aucun signal. Il n'y a aucun signal, effectivement. Il n'y a pas de date. Mais pour un pouvoir militaire, le pire, c'est les élections. On est tout à fait d'accord, mais ils sont capables... Il y avait une date, c'était au mois de mars, la fin de cette transition, finalement, a été reconduite de manière parfaitement informelle. Bien sûr. S'inédier. Oui. Mais on n'est pas dans un état de droit. Les dictatures militaires, c'est le contraire de l'état de droit. C'est tout. Quand on a dit ça, c'est bon de le rappeler. Il faut le rappeler. Dans les régimes qu'on va qualifier pompeusement illibéral africains, il y a un dicton africain qui est maîtrisé apparemment par la junte, c'est qu'on n'organise pas d'élections qu'on va perdre. Donc, exactement. Je ne sais pas s'il y aura une élection cette année. Ce qui est certain, c'est que l'élection arrivera quand ils seront sûrs de la gagner. C'est parce que ce soit le propre des régimes libéraux. Oui. Alors, on va changer totalement de région pour parler de la guerre Russie-Ukraine. Cette semaine a été marquée par le 1000e jour de ce conflit. Une question qui se pose actuellement, c'est de savoir si cette guerre pourrait se terminer, prendre fin en 2025. C'est en tout cas ce que souhaite Volodymyr Zelensky, qui souhaite la fin de cette guerre par des moyens, dit-il, diplomatiques. Et il y a quelques jours, Vladimir Poutine a lui aussi évoqué, en d'autres termes, la fin probable de cette guerre. Le problème, c'est que les deux dirigeants ne sont pas du tout en phase, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les conditions qui permettraient de mettre fin à ce conflit. Et une autre question qui est au cœur de l'actualité, qu'en serait-il de l'engagement des États-Unis à partir de janvier 2025, lorsque Donald Trump sera installé à la Maison-Blanche. Alors, beaucoup de questions, Maître Jean-Paul Benoît, mais aussi beaucoup d'inquiétudes désormais sur la scène internationale quant à l'évolution de ce conflit. Vous avez raison de rappeler que c'est le 1000e jour, et le 1000e jour me fait penser aux milliers de victimes que cette guerre a provoquées, aussi bien en Ukraine que parmi les Russes. Alors il y a un certain nombre, là je vais dire des banalités, mais on les rappelle pour la clarté du débat. Il y a un certain nombre d'éléments nouveaux qui viennent de se produire. Effectivement, l'élection de M. Trump, j'y reviendrai. Le fait, et c'est un élément important, que la Corée du Nord, c'est-à-dire des troupes étrangères, viennent se battre aux côtés des Russes. Donc c'est une forme d'interséction du conflit. Et ça pose un nouveau problème. Troisièmement, il y a la décision de Biden, et je suppose que cette décision qu'il a prise de permettre aux missiles américains de frapper sur le territoire russe a été évoqué, des missiles ATCMS, que cette décision a été prise, je ne veux pas dire en accord, mais en tout cas, lors de l'entretien entre Trump et Biden, puisque les deux, pour une fois, ont dit que cette passation de pouvoir ou cette gestion commune pendant les 2 mois qui arrivent s'était passée d'une manière apaisée. Donc c'est d'une certaine façon rassurant. Moi, je n'ai jamais pensé que l'Ukraine pouvait gagner la guerre pour plusieurs raisons, je ne vais pas y revenir, et notamment le fait que la population russe est beaucoup plus importante que la population ukrainienne, et même si Poutine a maintenant des difficultés à faire venir des soldats russes, c'est pour ça qu'il fait venir les Nord-Coréens. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Zelensky a nuancé son propos, il a eu plusieurs propos, et son dernier m'a interpellé, il a dit
nous allons aboutir à une négociation, c'est la diplomatie par la force. Et il a employé ce terme. Exactement. Ce qui sous-entend que Trump ne va pas tout lâcher tout de suite. Et que, moi je pense, alors ça, on voit bien ce qui Ça nous rappelle Reagan. Hein. Oui, je vois bien ce qui se passe. Les Russes font le maximum d'efforts pour avancer sur le terrain. Et l'autorisation des Américains permet aux Ukrainiens de garder l'enclave, une petite enclave du territoire russe, Kursk, qu'ils ont réussi à conquérir. La France, avec Scalp et la Grande-Bretagne, vont peut-être donner ces autorisations. Les Anglais ont déjà donné. Mais ces missiles vont plus loin que les missiles américains. C'est 135 km pour les Américains, 450 ou 500 pour les Français. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je crois qu'on va arriver à une situation qui me fait penser à ce qui s'est passé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est-à-dire qu'on va figer. On va figer sur le territoire les conquêtes des uns et des autres. Il y aura une sorte de ligne de démarcation qui peut être contrôlée par une force internationale. Et Poutine demande que pendant 20 ans, l'Ukraine ne puisse pas adhérer à l'OTAN. Alors tout ça va être sur la table. Je pense que autant les choix de Trump sur la politique intérieure me paraissent préoccupants, mais le choix du futur secrétaire d'État, s'il est confirmé, Rubio, est plus rassurant, parce que c'est quelqu'un qui connaît les dossiers et qui n'a pas des positions extrémistes en la matière. Donc Trump veut mettre fin à la guerre, mais il ne peut pas non plus capituler complètement face à Poutine. Parce que ça serait une humiliation aussi. Ça serait une humiliation. Donc, mais moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Il faut être modeste quand on parle de ces questions, parce que c'est complexe. Et ça met en jeu tellement d'intérêts contradictoires, tellement de vanité nationale. Et puis, il y a le nucléaire qui pèse, parce qu'il ne faut pas oublier que le nouveau décret de Poutine sur le nucléaire pose quand même quelques questions. Absolument. Guy ? Oui, bon, écoutez, moi, je m'amuse, non, parce que c'est pas drôle. La guerre en Ukraine, c'est ce qui se passe, c'est pas drôle, mais c'est quand même, c'est un spectacle assez particulier de constater, d'écouter tous ces commentateurs, ces observateurs politiques de la guerre notamment, qui pendant 2 ans nous ont expliqué que les Ukrainiens seraient à Moscou bientôt, que Poutine allait capituler, que l'économie russe allait s'effondrer, etc., etc. La guerre, c'est pas un jeu. Et il se trouve que celui qui a le plus de moyens finit par gagner, et celui qui en veut le plus finit par gagner. Poutine, la Russie est un pays qui était acculé et qui n'avait pas d'autre choix que de gagner. Sinon, évidemment, et Poutine l'a toujours dit, il utiliserait l'arme nucléaire. Donc la situation dans laquelle nous en sommes aujourd'hui, elle est simple. C'est un résultat de ce rapport de force. La Russie l'agresseur, quand même. On est d'accord. Bon, écoutez, cette notion d'agresseur... Il faut jamais oublier la source du conflit. Non, mais écoutez, moi, je ne veux pas revenir sur la source du conflit, parce que c'est un autre débat. C'est essentiel. Comme je sais que je n'aurai pas 5 minutes pour parler, que j'ai quelques secondes... Jusqu'à présent, je ne t'ai pas interrompu. Non, mais je veux juste finir, si c'est possible. Je veux juste finir. Bon, bref. Je peux dire d'un mot. Écoutez, je veux juste finir ma phrase, Maître Benoît, s'il vous plaît. C'est un dialogue flottille d'un mot. Je veux juste finir ma phrase. Alors, vas-y. Bon. Moi, je note que le fils à Donald Trump a quand même tweeté en expliquant à Volodymyr Zelensky qu'il n'avait plus que 38 jours avant que son argent de poche soit coupé, et que la position de Trump a toujours été claire. Le fils n'est pas le président. Hein. C'est un des stratèges de sa campagne. C'est un des stratèges de sa campagne. Stratège ou pas, c'est pas le président de la République. Donald Trump a toujours dit, et jusqu'ici, pour l'instant, toutes les décisions qu'il prend vont dans le sens des engagements qu'il a pris. Il a toujours dit que lorsqu'il sera investi président, la guerre s'arrêtera en 24 heures. Je pense que les choses vont dans ce sens. Et oui, Biden, un peu pris de panique, autorise des tirs à longue portée. Mais vous aurez remarqué comme moi que les Russes ont répliqué avec un tir de missile intercontinental qui, cette fois-ci, n'était pas équipé d'armes nucléaires. Donc le message est très clair.
et d'ailleurs, le fils Trump, a dit toujours pas de fonction d'ailleurs, toujours au sujet de cette autorisation. Non, mais pour dire que Trump et Biden ne sont pas sur la même ligne, toujours au sujet de cette autorisation. Ça, on le savait. Vous aviez l'air de dire qu'ils étaient pour une fois sur la même ligne. Le fils Trump a quand même dit que la décision de Biden était une volonté de déclencher la troisième guerre nucléaire. Personne n'en veut. Vous êtes un peu resté dans la campagne électorale, alors que là, évidemment, Trump est face à la réalité du pouvoir désormais. Non, les choses sont beaucoup plus complexes. Ce que je voulais dire très rapidement, incontestablement, après la chute du mur de Berlin, il y a eu des erreurs des États-Unis et de l'Europe dans les relations avec ce qu'était l'Union soviétique, puis la Russie. Il y a eu un certain nombre d'engagements qui n'ont pas été tenus. C'est un débat en soi et on peut y revenir. Mais il faut quand même être clair, l'agresseur, c'est la Russie. C'est quand même la Russie qui a envahi un territoire. Et donc là-dessus, il ne faut pas biaiser, il faut être net. Il faut être clair là-dessus, oui. Voilà. Ben Yayer, c'est vous qui allez conclure. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est que de part et d'autre, tout le monde veut la fin de la guerre. Mais chacun ne veut pas donner l'impression d'avoir été humilié. D'une opération spéciale, en début, on est passé à un envoi de troupes de Pyongyang, des troupes combattantes, alors que Pyongyang, jusqu'à présent, était fournisseur d'armes et de munitions à la Russie. C'est vrai. L'Ukraine subit la suprématie aérienne de la Russie à travers les drones qui détruisent des installations vitales pour l'économie ukrainienne, pour la population et qui fait d'importants dégâts. À un moment donné, chacun veut la fin de la guerre. Et le président Zelensky a dit quelque chose de clair, par des voies diplomatiques, et que l'Ukraine ne soit pas toute seule. Oui. Ça a été également dit. Et il a dit 2025. Et 2025. Et rappelé justement qu'elle est derrière l'Ukraine, peu importe ce qui arrivera demain, si les États-Unis se retiraient, l'Europe ne lâchera pas l'Ukraine. Et pour terminer, on n'a pas parlé de l'Europe d'ailleurs, des limites de l'Europe. Effectivement, j'allais en venir. L'Europe est totalement divisée sur le sujet et le coup de fil du chancelier allemand est un épisode très faible. J'allais y venir, ça veut dire que déjà... Le chancelier allemand est très faible. Concluez. Les belligérants, Angela Merkel. Les belligérants, chacun va son... C'est la directrice de Mercedes. Qu'il y ait des positions figées au moment des négociations. Bien sûr, c'est normal. Et maintenant, l'Ukraine a juste un petit problème. Le soutien de l'Union européenne, tant escompté, n'est pas là. Et ces deux principaux soutiens, en l'occurrence le président français et le chancelier allemand, ont des difficultés domestiques qui ne leur permettent pas de pouvoir agir comme ils se devaient l'être. Au niveau de la politique étrangère, c'est la fin de l'émission. Au niveau de la politique étrangère, une phrase, oui. Une phrase. La Grande-Bretagne, la France sont sur la même longueur d'onde et tous les autres pays européens. L'Allemagne a un chancelier qui est très faible. Oui, l'Italie, qui préside justement aujourd'hui. Vous avez un chapitre qui est tout à fait discutable. Et même controversable. Non, en tout cas, l'Ukraine, tant qu'on ne lui pose pas la condition de libérer la Crimée, elle sera signataire de tous les accords de paix. Merci, merci beaucoup. On va y revenir forcément. Absolument. Affaire à suivre. Hein. Tout à fait. N'est-ce pas, professeur? Tout à fait. Merci beaucoup. Alfred Sango-Lokoro. Jean-Paul Benoît, merci. Merci. D'être venu. Ben Yassi, merci beaucoup. Merci, Francis. Et Guy Debal, merci à vous. Merci, Francis. Ça va, vous êtes heureux à la fin de cette émission? Je suis très bien. C'est magnifique. Non, vous êtes très détendu. Vous avez pu vous exprimer. On dirait pas qu'il neige dehors. Vous avez pu vous exprimer. Il a pu parler, là. Je suis un homme heureux. Merci. Tu as pu parler. Heureux et détendu. Très content. L'émission est réalisée comme chaque semaine par Romain Clicquot-Domingue. Merci à lui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite. Merci.